Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire dédié aux multi-activités physiques ou sportives pour tous. Toulouse. Donc, ce soir, là, on a 45 minutes, 50 minutes devant nous pour pouvoir rentrer un peu dans le détail du diplôme. Donc, je remercie Alexis Buzolin, qui est notre collègue au sein du CREPS, qui va coordonner, qui pilote et qui va coordonner ce dispositif. Et ben, Alexis, je te laisse te présenter et je te laisse la parole pour la présentation du dispositif. Pour la phase d'interaction, vous avez la possibilité de lever la main ici dans la barre en haut. On n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Et si vous préférez passer par le chat, il vous suffit de cliquer sur conversation et puis de déposer vos questions à l'intérieur de la partie conversation. Voilà, Alexis, c'est à toi. Merci Olivier. Bonjour à toutes et tous, Alexis Buzolin, je suis, comme l'a dit Olivier, professeur de sport au CREPS de Toulouse et je suis le coordonnateur actuel du BPGEPS multi-activités physiques ou sportives pour tous. J'espère que vous voyez bien mon écran, je pense que c'est le cas. Il y en a une session en cours de formation pour cette année et on aura bien sûr une nouvelle session à la rentrée 2026. Alors, est-ce que ça clique? Oui. Le déroulement de cette porte ouverte virtuelle, on est parti pour 45 minutes ensemble avec un premier temps entre nous où je vais dérouler la présentation. Vous pouvez, comme on vous l'a dit, cliquer sur le bouton lever la main pour m'interrompre à tout moment. Sinon, on aura un temps de questions-réponses plutôt à la fin de cette présentation. Le CREPS, qu'est-ce que c'est? Donc, le Centre de ressources et d'expertise de la performance sportive. Trois grands pôles principaux, la performance sportive, mais pas que. Donc, on a aussi une branche sur l'accueil et les services, que ce soit sur les associations sportives, les collectivités ou des délégations nationales ou internationales. Et notre volet à nous, la partie formation. Formation des éducateurs sportifs, des entraîneurs de niveau national, international et autres. Et aussi de la formation continue. Les diplômes sport. Donc, ce qu'on vous propose, nous, c'est de commencer avec un BPGEPS. C'est un diplôme de niveau bac qui ne demande aucun diplôme prérequis pour entrer en formation. Donc, c'est-à-dire que pour les plus jeunes et les moins jeunes qui n'auraient pas de diplôme en amont, vous pouvez rentrer directement, en tout cas sans niveau scolaire particulier, en BPGEPS et avoir ensuite un diplôme de niveau bac. Le niveau supérieur, on est sur du DEGEPS où souvent spécialiste à partir de ce niveau-là. C'est un diplôme qui est codifié bac+2. Et ensuite, vous avez le DESGEPS, diplôme d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, qui est un diplôme bac+3, bac+4, aussi par spécialité. Dans notre cas, nous, du BPGEPS, vous êtes aujourd'hui là pour l'option multi-activité physique ou sportive pour tous, qui remplace anciennement l'intitulé APT, activité physique pour tous. Le contenu est en grande partie le même, avec quelques petites adaptations qui ont été faites en novembre dernier. Les champs d'action du BPGEPS multi-activité, donc la finalité de ce diplôme, c'est de vous former au métier d'éducateur sportif polyvalent. Donc le BPGEPS multi-activité est le couteau suisse des éducateurs sportifs. Il n'a pas une spécialité comme qu'on peut le proposer sur d'autres de nos diplômes, tels que la natation, l'activité de la forme ou le cyclisme. Là, on est vraiment sur du multi-activité. Vous pouvez tout faire hormis les activités à risque et réglementées, que sont la natation par exemple. On vous forme également à l'encadrement des différents publics et des différentes activités physiques et sportives. L'objectif, c'est de monter en compétences pour que vous soyez à même de concevoir, d'enseigner, animer, de mettre en sécurité et d'évaluer vos pratiquants. Des pratiquants qui peuvent être des enfants, des seniors, des adolescents aussi et des adultes,
mais aussi des personnes, peu importe leur âge, des personnes atteintes de pathologies chroniques ou, euh, ou du parasport. Je prends l'exemple de nos collègues qui est spécialisé dans le parasport, qui met en place des activités telles que le cécifoot ou autres auprès de nos stagiaires. L'exemple d'une journée de travail type hein, d'un BPGEPS multi-activité qui est déjà diplômé, ben, ça peut très bien être une séance de hand avec les enfants le matin, avec votre collectivité sur des publics scolaires. Ensuite, partir l'après-midi sur du VTT d'orientation avec des adolescents et terminer votre soirée avec une séance de renforcement sur un public senior. Donc beaucoup de débouchés, comme vous pouvez vous en douter, principalement les collectivités territoriales avec la fonction d'ETAPS. L'ETAPS, c'est un concours qui se passe de la fonction publique, c'est un concours de catégorie B. C'est un éducateur territorial des activités physiques et sportives. Vous pouvez très bien aussi travailler en association sportive pour du multisport ou dans une association qui est spécialisée. Ça peut être du basket, ça peut être du foot ou autre. Que nous proposions cette activité ou non. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une structure dont nous ne proposons pas l'activité dans le cadre de nos cours, mais qui rentre dans le champ d'action du BPGEPS multi-activité, qui est très large, vous pouvez très bien aller dans cette structure-là. Ou des établissements de santé, mais également des structures sportives privées comme des salles de sport ou des associations culturelles qui proposeraient les activités du BPGEPS multi-activité. Comment nous organisons notre formation? On organise notre formation sur 9 mois, de septembre 2026 jusqu'à juin 2027, et plus précisément du 31 août 2026, pour cette année qui tombe un peu en cheval entre les deux. 540 heures de formation au total en centre. Donc, ça fait un volume total de 900 heures en comprenant les 360 heures d'alternance minimum. Euh, la partie pédagogique est organisée en trois familles d'activités réparties pour au total, on compte 18 disciplines différentes. Alors, vous avez des acronymes à votre écran, APEC, APJS, APEN. Donc, les APEC, c'est les activités physiques d'entretien corporel. Nous avons ensuite les APJS, activités physiques et jeux sportifs. Et pour terminer, les APEN, activités physiques en environnement naturel. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme discipline dans ces grandes familles d'activités? Donc, dans l'entretien corporel, on a tout ce qui est renforcement, gym douce, pilates, street workout et de la gym. Dans les APJS, les jeux sportifs, on a principalement du rugby, du basket, du hand, du badminton. On a aussi des jeux d'opposition avec de la lutte, entre autres. On a des pratiques émergentes avec du disco golf, du kinball. Et ensuite, on a nos environnements naturels avec principalement le VTT et des activités d'orientation, voire du VTT en orientation. Mais on a également de l'escalade et du canoë-kayak. Voilà. Chaque discipline, chaque activité sportive représente en général soit une séquence, une demi-journée pour les activités dites de découverte, ou jusqu'à 4 demi-journées pour celles où vous êtes sur du perfectionnement. Le format, c'est de l'alternance, vous l'aurez compris, où on alterne entre face-à-face pédagogique avec nous sur les débuts de semaine, du lundi 8h30 jusqu'au mercredi matin midi, et ensuite votre alternance le reste de la semaine, et ou en soirée, évidemment, si vous pouvez être disponible en termes d'horaire. On finit généralement aux alentours de 16h30 pour que vous puissiez être à disposition de votre structure d'alternance sur les fins de journée. Banalisation des vacances scolaires, évidemment. Tous les temps des vacances scolaires, vous n'avez pas cours et vous êtes donc à disposition de vos structures.
que vous soyez apprenti ou bénévole dans le cadre de votre alternance. N'hésitez pas à me couper. Les modalités pédagogiques. Différentes modalités pédagogiques. Le but est de varier la transmission des savoirs et des compétences. Donc, vous aurez de la pratique sportive dite d'expérimentation. Ce qui est important, c'est qu'on ne recrute pas des champions, mais on forme des professionnels. On n'est pas là pour que vous excelliez en termes de performance sportive. Les meilleurs éducateurs ne sont pas les meilleurs pratiquants, loin de là. En revanche, on vous demande d'expérimenter les différentes disciplines sportives pour pouvoir être à même de ensuite les transmettre à votre tour. Vous avez de la mise en situation pédagogique dans le cadre de la formation sur le deuxième et le troisième trimestre de la formation, donc de janvier 2027 jusqu'au mois d'avril, vous serez mis en situation auprès de différents publics scolaires sous la tutelle de vos formateurs dans le cadre de la formation en centre. Un exemple concret, tous les mardis matins, janvier, février, mars, avril, les stagiaires sont actuellement sur deux écoles différentes pour aller faire de la lutte et du basket sur nos écoles partenaires, avec bien sûr un formateur du CREPS qui est sur chacun des deux sites. Vous aurez aussi des cours magistraux en salle, en amphithéâtre, des travaux de groupe pour beaucoup, des stages d'immersion pratique sur les activités d'environnement naturel. Il y a deux stages qui sont prévus. Un premier à Sérénac courant octobre dans le but de vous initier, de vous perfectionner un maximum aux activités d'orientation et du VTT avec de la pratique en grande partie. Puis ensuite, en fin de formation, un séjour d'application dans les Pyrénées. Vous avez également de prévu des évaluations formatives euh, en janvier et avant chaque épreuve importante. Les critères d'accès à la formation. Donc, il vous faut avoir votre diplôme des premiers secours citoyens qui s'appelait avant PSC1 ou son équivalent. Ça peut être le SST, les anciennes AFPS AM pour les plus anciens. Mais vous pouvez très bien avoir les diplômes supérieurs, hein, tels que le PSE1 ou le PSE2. Et il vous faut également, pour entrer en formation, les tests d'exigence préalables. C'est le Césame qui vous permet d'entrer en formation. Donc, les TEP multi-activités se composent de deux éléments. La première épreuve qui est le LUC léger. Le LUC léger, c'est un test navette qui consiste à faire des allers-retours dans la largeur d'un terrain, 20 mètres à chaque fois entre chaque longueur, espacés par des plots et des bips. Les femmes doivent atteindre le palier 6, donc atteindre le palier 7, c'est-à-dire avoir une vitesse de 11,5 km/h en VO2 max, tandis que chez les garçons, ils doivent valider le palier 8, donc entendre le palier 9, ce qui correspond à une vitesse de 12,5 km/h. Une fois que cette épreuve est réussite, vous pouvez accéder à la seconde, qui est un parcours d'habilité motrice. Si la première est échouée, en revanche, ça s'arrête là, mais ça ne vous empêche pas à repasser en tout cas l'examen autant de fois que vous le souhaitez. Le parcours d'habilité motrice, vous avez de la coordination avec du saut de haie, du franchissement de rivières virtuelles, de l'habilité et de la dextérité avec des lancers de balles, conduite d'un ballon de foot, de basket, passage sur une poutre en très faible hauteur, roulade, lancer de medicine ball et un petit slalom en course à pied. Le tout à faire sans avoir de pénalité et dans un temps imparti. Sachant que le taux d'échec sur le parcours d'habilité motrice est quand même très très faible. On est aux alentours de 5% seulement. Nous proposons des TEP multi-activités au sein du CREPS le vendredi 12 juin, en sachant que vous pouvez très bien passer ces TEP de votre côté. Ils peuvent se faire nationalement et sont valables à vie. C'est-à-dire que ceux qui veulent aller à Strasbourg passer leur TEP peuvent le faire et ensuite rentrer en formation chez nous. Et inversement, passer leur TEP ici
et aller dans un autre organisme de formation pour suivre leur BPGEPS. En revanche, nous, ce qu'on vous propose, c'est également une formation prépa-TEP pour être le mieux possible préparé à cette épreuve avec une présentation de cette formation en JPOV, comme nous sommes en train de le faire en ce moment, le 4 février 2026, et ensuite une journée de présentiel le 13 mars 2026, avec ma collègue Virginie Aranda. Le dispositif de formation. Épreuve de sélection le 3 juin. C'est-à-dire, si nous avons plus de candidats que de places disponibles, comme c'était le cas cette année, nous avions une quarantaine de demandes et 20 places maximum offertes en parcours complet, nous sommes obligés de faire des entretiens de sélection orale où ensuite nous vous notons et nous retenons que les 20 meilleures notes pour pouvoir rentrer en formation. Sachez que si vous êtes retenu, en tout cas dans ces 20 places, vous aurez une journée de prépositionnement et d'information, en tout cas, la semaine suivante, donc le mercredi 10 juin 2026. L'entrée en formation le 31 août, comme je vous l'ai dit. Vous pourrez rentrer en stage le 28 septembre, une fois que vous aurez passé un petit examen de mise en sécurité. Les dates importantes, on a un hackathon éthique et sport. C'est un événement qui regroupe tous les stagiaires du CREPS les 7 et 8 décembre prochains, de toutes les promotions, de tous les niveaux de diplôme, pour échanger sur des sujets et des valeurs d'actualité que sont les violences sexistes et sexuelles, le développement durable, la laïcité, les discriminations et les addictions et conduites dopantes. Les certifications commencent courant mars pour se terminer, rattrapage compris, en juin prochain. Quand je parle de rattrapage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notation pour chacune des épreuves de certification, soit c'est validé, soit ça ne l'est pas. Dans le cas où vous rateriez votre examen initial, vous avez droit pour chacune des épreuves à un examen de rattrapage. Sources de financement, vous avez de l'apprentissage principalement. Donc, je précise qu'il n'y a pas de, c'est pas écrit, mais donc ça veut dire que nous ne l'avons pas sur ce dispositif de place en Parcoursup. En revanche, sur 17 de nos stagiaires actuels, nous en avons 15 qui sont en apprentissage, c'est-à-dire un très grand pourcentage quand même. L'apprentissage, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat qui est salarié. Vous êtes salarié d'une structure d'accueil, même si elle ne propose pas les trois familles d'activités que vous devez faire, elle propose une des trois et peut vous mettre à disposition des autres. Elle perçoit des aides à l'apprentissage, vous avez un salaire et l'intégralité de votre formation est prise en charge, pas par l'employeur, il n'a rien à payer lui, personnellement. En revanche, c'est un organisme auquel il finance, un OPCO, qui prend en charge la formation. C'est pour ça que tant que les aides de l'État sont toujours en place, les employeurs sont très friands en tout cas de prendre des apprentis et nous pourrons vous orienter au mieux en tout cas pour vous rediriger vers les structures pardon, qui accueillent déjà certaines de nos stagiaires. On est aussi éligible à l'AFDAS à Uniformation, c'est-à-dire pour les personnes qui sont salariées, vous pouvez très bien, dans le cadre du plan de développement des compétences, entre autres, demander à suivre cette formation et être pris en charge dans le cadre de votre emploi pour développer vos compétences. C'est aussi éligible au CPF, ça peut être abondé par France Travail ou en autofinancement. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai fini pour le contenu théorique. Je vous invite à lever la main ou à directement lever vos micros si vous avez des questions, que ce soit sur la formation, sur les tests d'entrée, les modalités de parcours, de financement. N'hésitez pas. Je vois la première question qui est la plus difficile. Ah, j'ai pas Voilà. ouvert le chat, pardon. Il y a Mélina qui est en train de proposer une question. Peut-être Alexis, moi j'en ai une, si tu peux nous dire ce qu'il en est si potentiellement un candidat est porteur de handicap, comment ça se passe? Alors, on a une personne en charge
de la RQTH, c'est-à-dire des personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés et nous avons totalement de la liberté pour pouvoir adapter, en tout cas que ce soit les contenus de cours, les épreuves et vous avoir des outils à disposition pour que vous puissiez suivre la formation et la réussir dans les meilleures conditions possibles. Les formations CREP sont bien entendu toutes ouvertes aux personnes en situation de handicap, mais de façon adaptée, comme le disait Alexis. En fonction des handicaps, cependant, il peut y avoir des restrictions de prérogatives d'exercice professionnel pour des questions de sécurité ou autres. Et ça nécessite d'avoir un passage devant le médecin conseil. Et donc tout ça est piloté par une de nos collègues qui est en charge spécifiquement d'accompagner toutes les personnes qui seraient dans cette situation. Donc surtout ne pas hésiter à le signaler au plus vite. On en découvre tous les ans, enfin des gens qui nous disent, bah oui, en fait, j'ai été dans cette situation-là sans nous l'avoir dit à l'inscription et on n'a pas pu forcément mettre les adaptations nécessaires. Donc n'hésitez pas à le signaler pour qu'on puisse faciliter au mieux votre parcours de formation. Alors Mélina, quelles sont les activités réglementées qui ne rentrent pas dans le cadre de ce BPGEPS? La natation, oui, donc. On a la natation, on a tout ce qui est musculation sur plateau, c'est-à-dire avec haltère, avec poids. On a tout ce qui est pardon, je fais rentrer Tom. On a tout ce qui est les activités à risque, que sont le parapente, il y a l'escalade, il y a l'équitation. Euh, la liste est très grande, hein. Vous serez en tout cas les couteaux suisses des activités physiques et sportives, mais il y a des restrictions à savoir si vous voulez aller sur d'autres formations qui sont réglementées. Olivier, si tu veux compléter, mais la liste est quand même large. Oui, la liste est large c'est principalement enfin, voilà, tout ce qu'on appelle les activités dites d'environnement spécifique, par contre, qui vous sont interdites. Et puis des activités très spécifiques, souvent qui ont un niveau de BP ou un niveau de diplôme thématique accroché, voilà, natation typiquement, ainsi de suite. Mais le BPGEPS multi-activité pour tous vous permet quand même de faire une très très grande variété. J'entendais Alexis présenter ça en termes de couteau suisse, je crois que c'est réellement le sujet. Alors, il y avait On a Tom qui avait il y avait Lilian qui nous dit pour le PSC1, je l'ai passé il y a 4 ans avec l'armée, avec le secours au combat. Il faut que je repasse ou je peux seulement leur redemander. Le PSC est valable à vie pour des notions de savoir et plus l'aspect pédagogique. Il est fortement recommandé de le réviser tous les 3 ans. En revanche, il est valable à vie. Donc, si vous l'avez eu il y a 4 ans, ça ne pose pas de souci pour rentrer en formation en tout cas. Il faut bien vérifier qu'il s'agit Du PSC. voilà, du PSC, parce que là, vous mettez le secours au combat. Voilà, faut s'assurer que ça rentre bien dans la liste des éléments validés. Validés. Alors, il y avait Ralph qui avait une question, puis après, on a deux questions. Oui. Oui, bonjour. Je comprends bien donc que avec ce BPGEPS, l'encadrement dans une salle sur plateau de musculation, c'est pas du tout possible, quel que soit le poids. Oui. D'accord? Oui, oui, Et pardon, un BPGEPS activité physique et sportive de la forme qui se lance avec une collègue et qui est vraiment orienté sur ces activités-là, avec notamment la partie haltéro-muscu et cours collectif. oui, d'accord. Et merci. Et dans le cadre personal trainer à domicile, est-ce que là c'est pareil, est-ce que il peut y avoir quand même des poids peut-être légers, des élastiques, ou c'est exclusivement au poids du corps que doit se faire l'entraînement? En fait, que ce soit en salle ou pas en salle, ce qui est important, c'est ce que vous pratiquez et en fait, ce que vous proposez comme type d'activité avec vos clients. Dans le cadre du personal training, si vous faites les mêmes exercices que du renforcement à sec sans poids, c'est possible. Si vous faites de l'haltéro même chez vous, c'est pas possible. Donc la Ah partie oui, élastique, on est OK. oui. Euh, Ensuite, dès qu'on passe sur du poids lourd, là non.
Mais j'avais lu, je sais plus où, avec l'intelligence artificielle, je crois, que c'était autorisé, mais jusqu'à certains poids. C'est-à-dire, par exemple, pour des squats, on ne peut pas faire l'encadrement à plus de 120 kilos. Mais en dessous, c'est autorisé, qu'il y a des poids légers, les kettles, les choses comme ça. Qu'il y avait quand même des poids qui pouvaient être autorisés jusqu'à un certain poids, quoi, en fait. Des poids légers, je dirais. En tout cas, dans le code du sport, l'annexe 2 qui précise l'ensemble des activités sportives, il n'y a pas de notion de poids, en tout cas avec une norme, avec un chiffre vraiment de par exemple 120 kilos. Ah oui, donc c'est C'est les c'est limites de l'intelligence artificielle. et oui. Donc il faut que je retienne que tous les entraînements que je ferai, ça sera la calisthénie au poids du corps, pas de poids autorisé. Exactement. Après, ça ne vous D'ac empêche pas à passer un autre BP en continuité, hein. Dans tous les BPGEPS, nous avons trois blocs de compétences, les 1 et 2 étant transversaux à tous les autres, c'est-à-dire que si vous voulez enchaîner sur un autre ensuite, vous n'avez que la partie pédagogique de spécialité à repasser. ah oui, d'aller, vers le l'autre BPGEPS, activité de la Oui, il forme. sera complémentaire. D'accord, ils seront complémentaires. Pas le DGEPS, force olympique, je sais plus comment Alors, c'est, on propose également un DE altéro prochainement, mais vous oui. pouvez très bien commencer par enchaîner avec un BP APSF en continuité, puis sur du DE si vous voulez vraiment vous spécialiser sur la partie entraînement. La, Oui. la- la difficulté que vous aurez peut-être, mais, ça dépendra de votre profil avec le DE altéro muscu force athlétique, c'est que les conditions d'entrée pour le DE HMFA nécessitent d'être, comment dire, euh, licencié en club depuis au moins 2 ans et d'être pratiquant de compétition. Donc, si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, vous ne pourrez pas rentrer directement dans le DE. Par contre, l'obtention du BP APSF permet de rentrer, lève cette obligation et permet de rentrer dans le DE. Donc, dans votre cas, vous avez plutôt intérêt à réfléchir parcours, de vous dire si je veux faire en effet préparateur physique ou coach, dans ce que j'entends, de choisir les bons diplômes pour faire le bon parcours, pour avoir les prérogatives pour pouvoir le faire en toute régularité. Oui. Moi, non, moi, c'est plus pour la remise en forme, les seniors, les EHPAD. Et je me disais, sans poids du tout, bon, c'est bien aussi, mais s'il y avait la possibilité de pouvoir travailler avec des poids légers, comme on fait des fois en small group, ça m'arrive d'en faire. Là, je suis à Basic Fit, où où on fait des petits exercices, les poids sont vraiment légers, quoi. J'avais fait d'autres d'haltéro. Bon, là, c'est vraiment autre chose. Voilà. Bon. Pour des seniors, en tout cas, il y a moyen de faire plein de choses déjà dans le cadre du multi-activité. Plein Hmm, de choses. d'accord. Je me On a permets pas- juste en simultané de vous mettre, je vous partage un petit lien pour ceux qui n'auraient pas de questions et qui souhaiteraient partir au cas où. C'est un lien vers un sondage qui prend 30 secondes avec juste pour recenser vos noms, prénoms, mails éventuellement et savoir si vous seriez intéressé par de l'information complémentaire ou pour être recontacté. Voilà, puis on a quelques questions dans le chat, Alexis, je peux te laisser Ouais. répondre. Alors, le formulaire est dans le chat. Vous avez qu'à cliquer sur le lien. À partir de quand une question de Tom, pardon. À partir de quand est-il possible de postuler pour ce BPGEPS? Vous pouvez postuler à partir, si je ne me trompe pas, du 14 février, Olivier, qui sont la date de nos portes ouvertes en présentiel. Et nos sites seront à jour et nos inscriptions seront ouvertes, même si vous n'avez pas encore vos prérequis. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore vos TEP, ce n'est pas bien grave, vous pouvez quand même postuler déjà à la formation. Vos TEP devront être acquis au plus tard le premier jour d'entrée en formation, c'est-à-dire le 31 août 2026 au plus tard. Voilà, de même que le PSC, vous avez jusqu'au jour de rentrée en formation pour fournir toutes ces pièces. Voilà, on ne saurait trop vous inviter à ne pas attendre la veille, hein, parce que voilà, mais en tout cas, réglementairement, c'est le cas. Ouais.
Sachez Et par en contre que effet, ça sera. les inscriptions seront ouvertes à partir du 14. On fait la porte ouverte et on ouvre les inscriptions à suivre. En revanche, lors des entretiens de sélection, nous prendrons en compte que si vous avez vos TEP, votre PSEC, que vous avez votre financement, vos structures d'alternance, c'est des éléments qui sont pris en compte, en tout cas, dans la notation et dans la sélection. Donc. Alors, on a une question Ah, sur le certificat médical qui doit être fourni le jour du passage des TEP, également pour la formation de préparation au TEP. Quelle est la question? J'ai pas compris, Clément, la La question. question, je pense, c'est faut-il avoir le certificat médical pour la préparation au TEP, je pense. Alors là, il faut vous rapprocher. Le plus simple, c'est de se rapprocher des collègues administratifs en charge. C'est Isabelle, si je me trompe pas, mais vous écrivez à formation@creps Toulouse. Ils pourront vous enseigner au mieux, en tout cas, dans toute la démarche administrative. Olivier, je ne sais pas si tu recherches en même temps, mais Le certificat médical, il est rigoureusement obligatoire parce que c'est un examen, on va dire, officiel de la DRAGES. Voilà. Par contre, si vous l'avez, c'est mieux pour évidemment pour la prépa. Je ne suis pas sûr qu'il soit demandé de façon obligatoire, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, même réponse qu'Alexis. Rapprochez-vous de nos collègues administratifs qui gèrent l'inscription. on a Vincent qui lève la main. oui, bonjour, bonjour. Donc, pour le TEP, j'avais déjà eu un peu la réponse, mais on est bien d'accord que si on a le TEP APT, l'ancienne version qu'on a obtenue en décembre dernier, c'est toujours valable, hein. Oui, je confirme. Ce qui n'est pas le cas pour la partie activité de la forme, au cas où. D'accord. Non, mais c'est. Et les exigences sont exactement les mêmes entre l'activité physique pour tous et le multi-activité. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une précision de la question? Faut-il que l'apprentissage soit spécifiquement avec la jeunesse? De quoi parle-t-on? De la personne qui doit devenir apprenti ou du public à encadrer? Je laisse peut-être Monsieur Morin-Olivier préciser sa question. Et puis, le public à encadrer. Et en fait, vous pouvez dans n'importe quelle structure, on a des structures en ce moment d'apprentissage qui ont des jeunes sur des ALAE, on en a sur du périscolaire, on en a qui sont dans des assos sportives qui encadrent tout public, on en a qui sont sur des clubs de foot, on en a qui sont sur du senior. Donc vraiment, au contraire. Ce qui sera demandé dans le cadre de votre diplôme, vous avez, je vous l'ai dit, 3 familles d'activités. Il est demandé par le ministère que chacun de ces 3 stages, donc, soit fait auprès d'un public d'âge, de niveau et de finalité différentes. C'est-à-dire que vous serez obligé, dans tous les cas, de varier les différents publics. J'espère Euh, avoir répondu à la question. et dernière question dans le chat, doit-on avoir le contrat d'apprentissage signé ou une promesse d'apprentissage avec la structure d'accueil avant l'inscription au BP? Alors, si vous avez déjà une promesse d'apprentissage, c'est très bien. Dans tous les cas, vous avez jusqu'à 3 mois après l'entrée en formation, si je ne me trompe pas, Olivier, pour C'est ça. signer votre contrat d'apprentissage. Donc, comme pour les TEP, et évidemment que lors des entretiens de sélection, si vous avez avec vous votre promesse d'embauche en tant qu'apprenti, ça sera un plus pour votre sélection. Et vous pouvez signer réglementairement, ça c'est bon à savoir pour vous, pour compléter votre contrat, vous pouvez le signer jusqu'à 2 mois avant l'entrée en formation et le faire clôturer jusqu'à 2 mois après la fin de la formation. Donc c'est-à-dire qu'au mieux, vous pouvez commencer le 31 juin 2026 et le faire finir au plus tard le 29 août 2027, si vous voulez vous noter les dates exactes. Et déjà commencer à démarcher des employeurs. En tout cas, les aides qui sont de 5 000 € actuellement seront les mêmes.
que vous soyez sur 6, 9, 12 ou 15 mois, je dis des extrêmes, simplement que l'aide est répartie selon le nombre de mois du contrat en fait. Si vous êtes sur 9 mois, ben, l'aide sera de 5 000 euros divisé par 9, on sera sur de 555 euros environ. Si l'aide est sur 10 mois, ben, ça sera 500 euros pile tous les mois pour votre employeur, pour l'aide en tout cas à votre emploi. Monsieur Morin qui précisait donc club de basket ou escalade sur différents niveaux. Oui, c'est bon. Vous pouvez très bien être en club d'escalade. Attention, par contre, dans le cadre du multi-activité, il y a des restrictions sur l'escalade. Vous ne pouvez pas tout encadrer en escalade, mais vous pouvez rentrer en club d'escalade, oui. Club de basket, oui également. On a beaucoup de basketteurs qui sont chez nous et qui ensuite se spécialisent au niveau des EGEPS plus tard et qui commencent sur du multi-activité, ça ne pose aucun problème. Question de Mélina, il y a donc 3 stages à prévoir dans 3 structures différentes. Oui, vous avez 3 stages à prévoir dans 3 structures différentes. 360 heures d'alternance, je vous l'ai dit, réparties de la façon suivante. 60 heures pour mettre en place un projet de promotion et 300 heures pour votre partie pédagogique, mise en situation. Dans les 300 heures, vous pouvez soit être bêtement 100 heures dans chaque famille d'activité, soit vous trouvez une structure d'apprentissage qui a une dominante, monomention, comme par exemple le basket. Et dans ce cas-là, vous aurez effectivement plus d'heures sur le basket que sur les autres familles d'activités. Ça ne pose pas de souci. Ce qu'on demande en revanche, c'est qu'il y ait au minimum 60 heures dans les disciplines faibles sur lesquelles vous serez mis à disposition. Ou que le club peut proposer aussi, hein. Le club peut proposer du renforcement et il lui manque qu'une famille d'activités. Dans ce cas-là, il vous mettra à disposition de l'association qui peut proposer en tout cas cette famille d'activités manquante. Sachez en tout cas que vous pouvez être mis à disposition dans le cadre d'un apprentissage que sur 2 structures en plus que votre employeur principal. Donc 3, ça passe. En revanche, 4, non. C'est 3 au total, employeur principal, plus 2 autres mises à disposition. Tom qui est en train de nous écrire. Ah, Stéphanie a levé la main avant. Oui, bonjour. Pour rebondir sur la question de Mélina, s'il y a 3 stages à prévoir dans 3 structures différentes, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des personnes qui entrent en formation et qui ne trouvent pas 3 structures différentes? Alors, c'est pas obligatoirement 3 structures différentes. Vous pouvez très bien avoir une structure. On a le cas de certaines de nos stagiaires qui, au sein de la même structure, ont les 3 familles d'activités qui sont proposées. Tant mieux pour eux. Ils n'ont qu'un seul employeur et tout se fait plus facilement. Pour avoir une structure qui en propose 2, souvent la partie APEC et APJS, et des fois, il vous faut trouver 3 structures. On n'a pas eu le cas, en tout cas cette année, de stagiaires à qui il manquait en tout cas une famille d'activités. Il y a certaines familles d'activités qui sont plus dures à trouver selon vos appétences. En général, c'est plus la partie environnement naturel qui est plus complexe. Cependant, ils y arrivent tous en ce moment. Et vous avez réglementairement 3 mois, pareil, pour avoir l'intégralité de vos stages. D'accord. Et par rapport à ces 3 familles d'activités, est-ce que on a des types de structures enfin une liste par exemple de structures qui justement privilégient plutôt telle ou telle famille d'activités, juste pour nous aiguiller un petit peu dans la recherche de structures? D'accord. Nous, on communiquera auprès des structures actuelles qui prennent des apprentis pour leur proposer en tout cas de reprendre des stagiaires l'année suivante. Donc, vous serez évidemment mis en relation. Olivier, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour cette mise en relation?
Après, les collègues coordo et les collègues admin aussi accompagnent. Alors, premier point, c'est de la responsabilité du stagiaire que de trouver ces structures d'alternance. Ça, c'est un point qui est clair. Néanmoins, comme on est depuis des années à assurer de la formation en lien avec des employeurs, on a aussi cette expérience et quand on a des stagiaires qui sont un peu en difficulté de trouver tel ou tel, le réseau des coordos circule, les messages circulent et puis on essaye de vous accompagner au mieux pour vous donner des pistes d'identification de structures qui pourraient être en recherche. Voilà. Donc par contre, on n'a pas comme le font certains organismes de formation, une liste préétablie qu'on envoie aux stagiaires dans lequel ils décrochent le téléphone pour appeler. Ça, c'est de votre responsabilité. Après, si vous êtes un peu en peine de trouver les structures, évidemment, on vous laisse pas à l'abandon. Pareil, si on a des employeurs qui nous demandent d'avoir des coordonnées de stagiaires, en tout cas, et qui recherchent des apprentis, évidemment qu'on les diffusera si votre profil correspond. Ok. Et juste une dernière question, comment est-ce que l'on sait si dans la structure d'accueil, elle couvre bien telle ou telle famille d'activités, par exemple environnement naturel ou APEC, par exemple? En leur demandant et en nous contactant, je suis joignable par téléphone, par SMS, par mail, par WhatsApp, par ce que vous voulez en tout cas, et je réponds dans tous les cas. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Mais Avec votre plaisir. question est importante, Stéphanie, parce que je vais prendre un exemple. Hein, si on vous demande de préparer des planches et de tirer des bières dans un espace où il y a un peu de pratique de paddle, par exemple, hein, c'est arrivé à un de mes proches il n'y a pas si longtemps que ça sur un diplôme sport, là, ça rentre clairement pas dans le champ. Par contre, de vous assurer que les familles d'activités, enfin en tout cas ce qu'on vous propose de faire, valide bien l'une ou l'autre des familles d'activités, c'est un point. Et là, Alexis, c'est auprès du coordo qu'il faut impérativement se rapprocher. Et ça rejoint la question de Tom qui demande, il n'est donc pas possible de réaliser le BP dans la même structure, même si on encadre différents âges. Je te laisse répondre là-dessus, Alexis. Il n'est pas possible de réaliser dans la même structure. Si, vous pouvez réaliser votre BP vous pouvez tout faire dans la même structure. Je prends l'exemple d'un de nos stagiaires en ce moment qui a l'émulation nautique, qui propose du tennis, du renforcement musculaire et de l'aviron dans la même structure à l'émulation nautique de Toulouse, auprès de différents publics avec différentes finalités et de différents âges. Le problème n'étant pas d'encadrer différents âges, mais bien d'avoir de l'activité d'alternance dans chacune des trois familles d'activités. C'est bien ça la difficulté. Après, encadrer différents âges, si les clubs multisports vous permettent souvent de couvrir tout ça. Après, ces structures sont rares. Les structures sont rares, mais elles existent. Vous avez les ASPTT qui sont sur de l'omnisport, mais pas que. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les TEP? Est-ce que pour vous c'est clair ou pas? Le test du Luc Léger, le parcours d'habilité motrice. Pour ceux qui auraient des doutes, n'hésitez pas à vous rapprocher de la préparation au TEP. On a tous les ans, chaque journée, et Alexis qui les a coordonnés depuis quelque temps maintenant pourrait vous le dire. On a quand même un taux d'échec, notamment au Luc Léger, qui peut être parfois un peu important parce que les candidats ne se sont pas forcément bien préparés. Donc, si vous voulez maximiser vos chances, voilà, il y a cette journée pour multi-activité physique pour tous et ces 2 jours pour activité physique et sportive de la forme qui sont pas inutiles pour se tester un peu avant et pas découvrir le jour de l'épreuve. Oui, on est quand même à bien 30% d'échecs, en tout cas au Luc Léger, Ouais. ça va très vite. Dans le multi-activité, dans l'activité de la forme, on est pratiquement à 50%. Ah, pouvez-vous donner le lien ou retrouver les enregistrements des échanges visio? Alors, je vais vous l'indiquer et on ne saurait trop vous inviter en plus à vous abonner à la chaîne pour avoir les différentes annonces. Il y a déjà plein
Il y a déjà plein de vidéos. Vous avez 33 vidéos, pardon, qui présentent déjà. Il y a des teasers, il y a des retours de mobilité internationale de nos stagiaires. Il y a tout le festival Octosport qui est en ligne. N'hésitez pas à vous abonner. On a régulièrement des vidéos qui arrivent sur notre chaîne YouTube. Je pense que ça a l'air assez complet. Est-ce que quelqu'un a encore une question? N'hésitez pas soit à lever la main, à couper votre micro ou à écrire dans le chat. Dernier point, peut-être en attendant les questions, important. On essaye de faire entre les salons TAF, les salons InfoSup, les portes ouvertes virtuelles, un cheminement pour vous permettre de bien mûrir votre projet. On a déjà vu plusieurs personnes qui étaient déjà connectées dans de multiples visios et qu'on a peut-être vu sur le salon InfoSup. N'hésitez pas à venir le 14 février aux journées portes ouvertes. Vous pourrez visiter le CREPS, voir les installations. Les parents sont les bienvenus pour vraiment pouvoir vous rendre compte aussi du campus d'excellence dans lequel vous allez assurer votre formation. Et en plus croiser, comme Alexis vous l'a présenté, des sportifs de haut niveau, croiser plein de stages de ligues diverses et variées, de fédérations diverses et variées. Donc n'hésitez pas à venir le 14 février. Et puis, si vous avez des questions beaucoup plus individuelles, n'hésitez pas à nous contacter, soit à contacter directement Alexis, soit le service administratif, qui pourra aussi vous aiguiller sur des questionnements plus personnels. Voilà. S'il n'y a plus de questions. Ah. Vincent Merci, vous dit Vincent. merci. Merci Vincent. Merci beaucoup. On vous souhaite à tous Bonne une soirée bonne à tous. soirée. Merci Alexis pour cette présentation et au plaisir de vous accueillir le 14 février sur le site du CREPS. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.